Lors d'une patrouille inattendue, des officiers surprirent le redoutable Jason Statham en l'aspergeant d'une pluie de café brûlant, et le choc de cet acte imprévu le fit regretter en quelques secondes, changeant à jamais le cours de cette nuit. Le cri déchira le silence de la salle d'audience tel du verre brisé. « Tu mens. Vous mentez tous !» Emma Statham, pâle et tremblante, se leva de son siège dans le box des témoins, les yeux sauvages de désespoir. Le marteau du juge frappait à plusieurs reprises, mais le son ne semblait qu'alimenter sa frénésie. « Dupin !» Officiers de justice s'avancèrent vers elle avec une efficacité étudiée. « Madame Statham, vous allez vous ressaisir ou vous serez reconnue coupable d'outrage », avertit le juge Carmichael, sa voix tranchant le tumulte. Le regard d'Emma se porta sur la table des accusés où le commandant Wells était assis, immobile, son expression indéchiffrable sous son uniforme impeccablement repassé et son sourire compatissant soigneusement cultivé. Le même sourire qui avait illuminé d'innombrables cérémonies de police et des photos d'événements communautaires. Le même sourire en lequel elle avait eu confiance. « 30 ans, murmura-t-elle, la voix se brisant. 30 ans de silence et vous continuez à le protéger. » La salle d'audience tomba dans un lourd silence. L'avocat du commandant Wells se leva pour objecter, mais Wells posa une main délicate sur son bras, le retenant. Le geste calculé ne manqua pas d'être remarqué par Emma. Madame Statham, s'approcha prudemment le procureur. Peut-être devrions-nous prendre une courte pause. Plus de pause, interrompit Emma d'une voix qui se faisait plus assurée. Plus de délai. J'ai passé toute ma vie à attendre ce moment. Elle se tourna vers le jury, 12 visages empreints de confusion et d'inconfort. Ce que je vais vous dire ne figure pas dans ma déposition. Il n'est dans aucun rapport de police. C'est ce qui se produit lorsqu'une ville décide que certaines personnes sont trop importantes pour être touchées. Le visage du procureur se décomposa. Ils avaient préparé pendant des mois, élaboré un récit minutieux qui n'aliénerait pas le jury local, dont beaucoup connaissèrent la famille Wells depuis toujours. Emma démolissait leur stratégie à chaque mot non autorisé. « Votre honneur, je dois insister », commença l'avocat de Wells. « Laissez-la parler », intervint une voix depuis l'arrière de la salle d'audience. Emma se figea. Elle connaissait cette voix. Se retournant lentement, elle se retrouva face au visage déterminé de son frère. Jason Statham se tenait dans l'encadrement de la porte, tenant un journal usé, aux mains crispées. « J'ai la preuve », déclara Jason, sa voix résonnant dans le silence stupéfait. « J'ai toujours eu la preuve. » Le commandant Wells finit par bouger, sa contenance soigneusement maintenue se fissurant alors qu'il se levait d'un bond. « C'est absurde. Votre honneur, ceci est manifestement orchestré. » Commandant Wells, coupa la voix du juge. Carmichael, telle une lame dans le chaos. Veuillez prendre place. Alors que Jason marchait le long de l'allée centrale, Emma sentit le poids de 3 décennies peser sur sa poitrine. Tout, sa vie soigneusement reconstruite, sa paix fragile, dépendait de ce qui allait se passer dans les instants suivants. Le journal passa des mains de Jason au greffier, qui le remit au juge. Lorsque le juge Carmichael ouvrit la couverture, fanée, Emma ferma les yeux, se rappelant comment tout avait commencé, bien avant ce moment de confrontation. L'été avait toujours été la saison préférée d'Emma à Oak Ridge. À 17 ans, elle passait ses après-midi à plonger dans les eaux fraîches du lac Merritt avec Jason, 19 ans et intrépide, la défiant de la rejoindre jusqu'au quai flottant en son centre. Leur rire résonnait sur l'eau, attirant de temps à autre les regards curieux des autres baigneurs. Les frères et sœurs Statham étaient inséparables malgré leurs personnalités différentes. Emma, prudente et studieuse, et Jason, impulsif et sportif. Le commandant Wells avait emménagé à Oak Ridge ce mois de juin pour prendre la tête du commissariat local. À 42 ans, il était plus jeune que son prédécesseur et apportait avec lui des plans ambitieux pour transformer une force de police en difficulté. Divorcé, sans enfant, avec un charme désarmant et un intérêt sincère pour la sécurité de la communauté, il devint rapidement le chouchou des résidents et du conseil municipal. Emma l'avait rencontré pour la première fois lors de séances estivales de services communautaires. Elle aidait bénévolement dans des programmes de sensibilisation pour les jeunes à risque et dans l'aide aux candidatures universitaires. Le commandant Wells observait souvent ces séances, offrant conseils et éloges. « Vous avez un talent.
Naturel pour le travail communautaire, lui avait-il dit un après-midi alors qu'il rangeait le matériel. Avez-vous envisagé une carrière dans les forces de l'ordre? Emma avait rougi, peu habituée à recevoir une attention aussi directe de la part d'adultes en position d'autorité. Peut-être. Je suis encore en train de chercher ma voie. Eh bien, j'espère que vous y penserez. Nous avons besoin de personnes dévouées comme vous dans la police de proximité. La conversation l'avait fait planer pendant des jours. Voilà quelqu'un qui voyait en elle un potentiel bien au-delà de ce que ses parents, aimants mais surchargés, avaient eu le temps de remarquer. Jason avait été méfiant dès le début. « Il te regarde de manière bizarre », commenta-t-il, après être venu chercher Emma à une séance de bénévolat. « Il est juste encourageant », défendit Emma, agacée par la franchise caractéristique de son frère. « Ça, Emma, c'est différent », insista Jason, son œil aguerri percevant des subtilités que d'autres manquaient. Mais Emma avait rejeté ses inquiétudes comme de l'excès de protection ou de l'imagination. Au fil de l'été, le commandant Wells commença à demander à Emma de l'aider dans des projets spéciaux, organiser du matériel de sensibilisation communautaire, assister à des réunions entre la police et la communauté, préparer des dossiers de bienvenue pour les nouveaux, groupes de surveillance de quartier, des tâches qui la retenaient souvent au commissariat plus tard que les autres bénévoles, parfois seuls avec lui dans le bâtiment. Les changements chez Emma furent d'abord subtils. Elle devint plus silencieuse au dîner, sursauta à chaque vibration de son téléphone. Elle commença à porter des manches plus longues, malgré la chaleur d'août, prétextant une sensibilité soudaine au soleil. Leurs parents, travaillant en double service à l'hôpital et à l'usine respectivement, étaient trop épuisés pour remarquer. Mais Jason voyait tout. Le journal que Jason tenait maintenant dans la salle d'audience avait commencé comme une simple documentation d'observation. Date, heure, changement dans le comportement d'Emma. De petites notes sur des interactions avec le commandant Wells qui semblaient étranges. 3 août. Emma a encore annulé nos plans pour le lac. 3e fois cette semaine. Elle a dit que le commandant Wells avait besoin d'aide pour les dossiers de sensibilisation communautaire. Maman et papa pensent que c'est génial qu'elle se fasse des contacts. Il y a quelque chose qui cloche. Et août. Emma est revenue avec une nouvelle montre, argentée avec un petit pendentif. Elle a dit l'avoir achetée elle-même, mais je sais qu'elle économisait pour ses candidatures universitaires. Elle l'a cachée quand papa a posé la question. 12 août. J'ai trouvé Emma en train de pleurer dans la salle de bain. Elle a dit que c'était juste le stress des essais pour l'université. Son poignet était meurtri. Quand j'ai demandé, elle a baissé sa manche et m'a dit de m'occuper de mes affaires. La documentation devint plus urgente à mesure que l'été déclinait. Emma avait tenté d'en parler à leurs parents, mais sans preuve concrète, ses inquiétudes furent écartées comme de simples drames d'adolescente. Martin Wells a redonné vie à cette école en seulement 2 mois, avait déclaré leur père. Le conseil envisage déjà de prolonger son contrat. Tu devrais être reconnaissante que ta sœur ait établi un contact aussi important. La dernière entrée du journal fut rédigée la veille du premier jour d'école. Emma s'était réveillée vers minuit pour constater que le lit de Rebecca était vide. Paniquée, elle avait fouillé la maison avant de remarquer des phares à travers la fenêtre de sa chambre. La berline de Martin tournait au ralenti au bout de leur allée. Rebecca sortit de la voiture, se déplaçant tel un somnambule vers la maison. Emma s'était cachée dans le placard du couloir, regardant à travers les fentes pendant que sa sœur entrait, le mascara coulant sur son visage, ses vêtements en désordre. Rebecca s'était dirigée directement vers la douche, réglant l'eau à une température si élevée que la vapeur s'échappait sous la porte de la salle de bain. Elle y resta près d'1 heure, 31 août. Je ne sais plus quoi faire. Personne ne me croira. Mais je sais qu'il lui fait du mal. Demain, je vais en parler à quelqu'un à l'école, quelqu'un qui écoutera. Mais Emma n'eut jamais l'occasion. Le lendemain matin, Rebecca annonça qu'elle n'irait pas à l'école ce jour-là. Au coucher du soleil, elle avait fait sa valise et quitté Oak Ridge, ne laissant derrière elle qu'une note expliquant qu'elle avait été acceptée dans un programme universitaire accéléré dans une autre région du pays. Elle ne reviendrait pas avant 30 ans. Dans les années qui suivirent, Martin Wells devint un pilier de la communauté d'Oak Ridge. Il transforma le lycée, passant d'une institution en difficulté à un modèle d'excellence académique. Il établit des bourses, mentorisa d'innombrables étudiants et finit par rejoindre le conseil municipal.
Sa fondation caritative fournissait des ressources aux enfants défavorisés. On parla même de nommer l'aile nouvelle de la bibliothèque en son honneur. Emma avait essayé de parler au début, mais sans le témoignage de Rebecca, et avec pour seule preuve un journal d'adolescente, personne ne la prenait au sérieux. Après plusieurs confrontations avec les administrateurs de l'école et des menaces de poursuite en diffamation de la part des avocats de Martin, ses parents l'envoyèrent vivre chez une tante au Colorado. La relation entre les sœurs se brisa sous le poids du silence et de la séparation. Les appels téléphoniques brefs et tendus lors des fêtes se transformèrent peu à peu en cartes de Noël, puis en simples demandes de connexion sur les réseaux sociaux qui restèrent sans réponse. Rebecca se reconstruisit une vie à Boston, devenant le Dr Hayes, une psychologue clinicienne spécialisée dans la récupération après un traumatisme. Elle ne se maria jamais, n'eut jamais d'enfant. Ses collègues respectaient ses limites professionnelles et ne questionnaient pas pourquoi elle déclinait les invitations à leur domicile ou pourquoi elle laissait toujours la porte de son bureau entr'ouverte pendant les séances, ou encore pourquoi elle sursautait au moindre contact physique inattendu. Emma revint à Oak Ridge après l'université, se forgeant une réputation d'artiste locale malgré les murmures qui l'accompagnaient. C'est la fille Hayes qui a essayé de ruiner la réputation du principal Wells, chuchotaient les gens lors de ses vernissages. Elle se maria, eut 2 enfants, divorça. Malgré tout, elle garda le journal enfermé dans son atelier, incapable de s'en débarrasser malgré la douleur qu'il représentait. Le point de rupture survint lorsque Martin annonça sa candidature au Sénat d'État. Sa campagne mettait fortement l'accent sur la réforme de l'éducation et la protection des enfants. L'ironie était trop lourde à supporter pour Emma. Elle contacta Rebecca pour la première fois depuis des années par un simple SMS. Il se présente au Sénat, sur un programme de protection des enfants. La réponse de Rebecca arriva 3 jours plus tard. Je rentre à la maison. Lorsque Rebecca revint à Oak Ridge, la ville avait changé tout en restant étrangement la même. De nouvelles devantures occupaient des bâtiments familiers. Le lycée arborait une nouvelle aile scientifique, le centre Martin Wells pour l'excellence en STEM. Elle loua une chambre dans un motel au bord du lac plutôt que de séjourner chez Emma. Leurs retrouvailles furent gauches, alourdies par des décennies de douleurs muettes. « Tu m'as laissé ici avec lui », dit Emma alors qu'elle s'asseyait dans un café éloigné du centre-ville. « J'avais 17 ans et j'étais terrifiée », répondit Rebecca, sa façade professionnelle vacillant. « Personne ne m'aurait cru, il en avait fait en sorte. »« J'aurais cru, moi je l'ai fait. » Rebecca fixa son café intact. « Je sais, et je ne pouvais pas non plus faire face à cela. » Elles restèrent en silence jusqu'à ce qu'Emma sorte finalement le journal de son sac, le glissant sur la table. « J'ai tenu des comptes. Avant et après ton départ, il y en avait d'autres, Becca. » La main de Rebecca tremblait en ouvrant le journal, voyant sa vie d'adolescente documentée à travers les yeux de sa sœur, suivie des soupçons d'Emma à l'égard d'autres élèves, dans les années qui suivirent son départ. Nom, date, changement de comportement observé. Des filles qui changeaient soudainement d'école, qui se retiraient des activités, qui passaient du statut extraverti à réservé en un clin d'œil. « Ce n'est pas une preuve, » chuchota Rebecca. « Ce ne sont que des observations. »« C'est un schéma, » répliqua Emma, « et avec ton témoignage, mon témoignage, » ferma brusquement Rebecca le journal. « Après 30 ans, avec aucune preuve hormis ma parole contre celle de l'homme le plus respecté d'Oak Ridge. »« Il y a plus, » dit Emma en sortant son téléphone et en faisant défiler un groupe privé sur les réseaux sociaux. « J'ai lancé cela il y a 6 mois, pour d'anciennes élèves, juste pour se reconnecter, disais-je, mais en réalité pour voir si quelqu'un oserait parler. » Le groupe comptait plus de 40 membres. La plupart des publications étaient anodines, des mises à jour sur des carrières, des familles, des photos souvenirs d'événements scolaires. Mais Emma ouvrit une discussion privée avec 3 autres femmes. Leurs histoires reflétaient celles de Rebecca avec une similitude déconcertante. « Elles sont prêtes à parler, mais seulement si elles ne le font pas seules, » expliqua Emma. « Elles ont besoin que quelqu'un prenne le premier pas. » Rebecca fixa les messages, sentant le poids de la responsabilité écraser sa poitrine. « J'ai bâti une vie, Emma, une carrière à aider ceux qui ont vécu des traumatismes. Si je fais cela, si je le confronte publiquement, je pourrais tout perdre. »« Ah oui, si nous ne le faisons pas, » la provoqua Emma. « Combien de fils encore sera-t-il en train de blesser ?»«
La décision prit 2 jours de plus. Lorsque Rebecca appela finalement le bureau du procureur du district, sa voix était posée, sa détermination affirmée. Le procureur l'a mis en garde contre les difficultés à venir, des preuves physiques limitées, le défi de faire appel à des souvenirs après des décennies, la réputation irréprochable de Martin et la probable réaction négative de la communauté. Rebecca écouta patiemment avant de répondre. « J'ai passé 30 ans à aider les autres à trouver leur voie. Il est temps que je trouve la mienne. » L'enquête se déroula discrètement au début. Des déclarations furent recueillies, d'anciens dossiers scolaires examinés. Mais dans une ville comme Oak Ridge, les secrets ne restaient jamais enfouis bien longtemps. La nouvelle se répandit, divisant la communauté entre ceux qui ne pouvaient concevoir la culpabilité de Martin et ceux qui nourrissaient des soupçons depuis des années sans jamais oser parler. La première réaction de Martin fut d'organiser une conférence de presse sur les marches du lycée, entouré de membres du corps enseignant et du conseil scolaire qui le soutenaient. Il exprima sa tristesse face à de fausses accusations, manifestement motivé par une opposition politique à ma campagne sénatoriale. Il évoqua ses décennies de service, les milliers d'élèves qui avaient prospéré sous sa direction. Il offrit même de la compassion à ses accusateurs, suggérant qu'ils avaient besoin d'aide plutôt que de poursuites. La performance fut magistrale. Rebecca regarda la retransmission depuis sa chambre de motel, reconnaissant les mêmes tactiques de manipulation qui l'avaient jadis rendue impuissante. L'affaire faillit s'effondrer avant même d'arriver au procès. 2 des 3 femmes qui avaient accepté de témoigner se rétractèrent après avoir reçu des menaces. Les preuves étaient au mieux circonstancielles. Le procureur avertit Rebecca qu'ils pourraient devoir abandonner les charges. Puis vint le coup de théâtre dont ils avaient besoin. Une ancienne assistante administrative de l'école se présenta avec une boîte de dossiers égarés, des enregistrements de plaintes qui avaient été retirés des documents officiels. Parmi eux, une lettre officielle de l'enseignant d'art d'Emma exprimant son inquiétude quant à la proximité anormale de Martin avec certaines élèves et demandant qu'il ne soit pas autorisé à les rencontrer seuls. La lettre était datée de 2 semaines après le départ de Rebecca. L'enseignant, désormais à la retraite, confirma avoir rédigé la lettre et avoir été convoqué à une réunion avec le conseil scolaire où il lui fut suggéré de se concentrer sur son programme plutôt que sur les questions administratives. Il fut transféré dans une autre école l'année suivante. Avec cette corroboration, l'affaire passa en phase de procès. Martin engagea l'avocat de la défense le plus prestigieux de l'État. Rebecca se prépara mentalement à l'épreuve brutale qui s'annonçait. La stratégie de la défense fut prévisible. Attaquer la crédibilité des accusatrices, remettre en question le délai de leur prise de parole, suggérer une collusion entre les sœurs Hayes pour des gains financiers ou politiques. Ils dépeignirent de Martin comme la véritable victime, un éducateur dévoué dont la réputation était détruite par des allégations non fondées. Lorsque Rebecca monta à la barre, elle était émotionnellement épuisée mais résolue. Elle raconta ses expériences avec une précision clinique, se dissociant du traumatisme comme elle avait appris à le faire auprès de ses propres patients lors de témoignages difficiles. Le contre-interrogatoire de l'avocat de la défense était conçu pour briser cette contenance, pour la rendre émotive, incohérente. C'est alors qu'elle le remarqua dans la galerie, un ancien élève qu'elle reconnut grâce aux photographies d'Emma, maintenant un jeune homme dans la vingtaine. Leurs regards se croisèrent brièvement, et elle vit dans son expression la même lueur hantée qu'elle affrontait chaque jour dans son miroir. La révélation la frappa avec force. Martin n'avait pas limité sa prédation aux filles. C'est cette révélation qui avait provoqué son emportement, brisant le cours soigneusement orchestré du procès et menant la salle d'audience à ce moment décisif avec le journal d'Emma désormais entre les mains du juge. Le juge Carmichael examina attentivement le journal avant de lever les yeux vers la salle d'audience. « C'est hautement irrégulier », déclara-t-il en ajustant ses lunettes. « Ce document n'a pas été soumis lors de la phase de découverte. »« Sauf votre honneur », intervint Emma. « Je n'ai retrouvé ces premières entrées que récemment. Elles étaient dans un carnet séparé que j'avais oublié jusqu'à la nuit dernière. » L'avocat de Martin se leva immédiatement. « C'est absurde, des preuves opportunistes apparaissant en plein procès. C'est manifestement une tentative d'enflammer le jury, avec des allégations non vérifiées. Le journal semble avoir été tenu de façon contemporaine aux événements allégués, » interrompit le juge,
examinant toujours les pages. L'écriture est cohérente avec celle d'une adolescente et l'encre montre les signes du temps. Il se tourna vers le procureur. « L'État souhaite-t-il introduire ceci en tant que preuve ?»« Absolument, votre honneur. »« C'est complètement inapproprié, » protesta l'avocat de Martin. « Nous n'avons eu aucune opportunité d'examiner cette preuve alléguée. La Cour accordera une pause de 2 heures, décida le juge Carmichael, pendant laquelle la défense aura l'occasion d'examiner ce journal. Nous déterminerons ensuite son admissibilité. » Alors que la salle d'audience commençait à se vider, Rebecca resta figée sur le box des témoins, ses yeux fixés sur Martin. Pour la première fois depuis le début du procès, son masque tomba. La haine dans ses yeux confirmait ce qu'elle avait toujours su. Sous la façade soigneusement élaborée de compassion se cachait un monstre. Le jeune homme qu'elle avait remarqué plus tôt s'approcha d'Emma dans l'allée, parlant à voix basse. L'expression d'Emma passa de la surprise à une détermination grave. Elle hocha la tête, lui serrant le bras en signe de soutien avant qu'ils ne se tournent tous deux vers Rebecca. Pendant la pause, le couloir du palais de justice devint le théâtre d'une activité intense. Le procureur se rassembla avec Rebecca et Emma pour examiner les nouvelles entrées du journal récemment découvertes. L'équipe juridique de Martin exigea des salles de conférences privées pour élaborer sa stratégie. Des journalistes se massaient à l'extérieur, pressentant un tournant dramatique dans cette affaire médiatisée. Rebecca resta seule quelques instants, rassemblant ses forces pour ce qui allait suivre. Emma s'approcha, le jeune homme à ses côtés. « Becca, c'est Jason, » dit-elle doucement. « Il a quelque chose à te dire. » Les mains de Jason tremblaient, légèrement alors qu'il expliquait comment Martin l'avait encadré durant sa terminale, lui offrant des opportunités académiques spéciales qui nécessitaient toujours, d'une manière ou d'une autre, des séances de travail tard dans la nuit, dans son bureau. Comment ce comportement de préparation avait dégénéré en abus. Comment il avait essayé d'en parler il y a 2 ans, mais avait été convaincu par les administrateurs de l'école que ces allégations ruineraient ses chances d'entrer à l'université. « J'ai vu ton témoignage hier, dit-il à Rebecca. Tout ce que tu as décrit, c'était comme si tu racontais mon histoire. » Sa voix se brisa. « Je ne peux plus rester silencieux. » Lorsque la salle d'audience reprit, le procureur demanda à s'approcher du banc. Après une longue conversation en acide, le juge Carmichael s'adressa à la salle d'audience. La cour a été informée qu'un nouveau témoin s'est présenté. Nous ajournons jusqu'au lendemain matin, afin de donner à chacune des parties le temps de se préparer. Il fixa Martin d'un regard perçant. L'accusé devra remettre son passeport à la cour avant de quitter les lieux aujourd'hui. Pour la première fois, l'incertitude traversa le visage de Martin. Cette nuit-là, Rebecca ne parvint pas à trouver le sommeil. Elle arpenta sa chambre de motel, répétant son témoignage, se préparant aux tentatives inévitables de la défense pour discréditer son récit. Vers minuit, son téléphone sonna. C'était Emma. « Mets la télé », dit sa sœur sans détour. Rebecca chercha maladroitement la télécommande. La chaîne locale montrait des gyrophares de police clignotant devant un bâtiment familier, la maison de Martin. La voix du journaliste était claire, en réponse à des signalements d'une possible tentative de suicide. Des sources confirment que Martin Wells, actuellement jugé pour plusieurs chefs d'accusation d'agression sexuelle, a été retrouvé inanimé par son équipe juridique alors qu'il se préparait pour la suite de l'audience de demain. La voix d'Emma trancha le choc de Rebecca. Il ne pouvait pas y faire face. Il ne pouvait pas affronter la vérité qui émergeait enfin. Martin survécut à sa tentative. Le procès reprit 2 semaines plus tard avec sa présence. Quoique visiblement diminuée, sa façade de confiance remplacée par un regard vide et éteint. Le témoignage de Jason se révéla dévastateur pour la défense. Contrairement aux allégations de Rebecca remontant à des décennies, les siennes étaient récentes, détaillées et corroborées par des messages textes et des courriels montrant le schéma de manipulation de Martin. 3 autres anciens élèves se manifestèrent après Jason, couvrant différentes décennies de la carrière de Martin. Le jury délibéra pendant moins de 4 heures avant de revenir avec un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Lors de l'audience de détermination de la peine, Rebecca choisit de présenter une déclaration d'impact sur les victimes. Elle s'avança lentement vers le podium, n'ayant plus peur de regarder directement l'homme qui avait hanté sa vie pendant 30 ans.
J'ai passé des décennies à aider les autres à guérir de leur traumatisme, commença-t-elle d'une voix assurée. J'ai été témoin des dommages profonds que le silence engendre, tant pour les individus que pour les communautés. Le silence vous a protégé, Monsieur Wells. Il vous a permis de continuer à faire du mal aux jeunes vulnérables qui vous faisaient si confiance. Il a divisé des familles, y compris la mienne. Elle se tourna brièvement vers Emma qui était assise au premier rang, les larmes coulant sur son visage. Mais le silence peut être brisé. La vérité peut émerger, même après des décennies. Et même si la justice tardive est douloureuse, elle compte. Elle guérit. Elle prit une profonde inspiration. Je ne parle pas aujourd'hui par vengeance. Je parle pour chaque élève qui est entré dans votre bureau en croyant à votre engagement envers leur éducation et qui en est ressorti avec un fardeau qu'aucun enfant ne devrait porter. Je parle pour la communauté qui va maintenant entamer son propre processus de guérison difficile. Et surtout, je parle pour moi de 17 ans, qui méritait protection plutôt qu'être la cible d'un prédateur. Alors que Rebecca regagnait son siège, Emma tendit la main vers elle. Ce geste, simple mais profond, permit de combler 30 ans de séparation. Le juge Carmichael condamna Martin à 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. À 72 ans, cela équivalait à une peine de prison, à vie. Alors qu'il était escorté hors de la salle d'audience, les épaules de Martin s'affaissèrent en signe de défaite, la puissante présence qu'il avait maintenue pendant des décennies s'effondrant enfin. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes se pressaient pour obtenir des déclarations. Rebecca et Emma passèrent devant eux en silence, descendant les marches et se dirigeant vers le lac qui avait été le témoin de leurs derniers jours insouciants ensemble. Au bord de l'eau, Rebecca enleva ses chaussures, sentant le sable frais entre ses orteils. Emma fit de même. Sans un mot, elles s'avancèrent dans l'eau peu profonde, tout comme elle l'avait fait adolescente. « Et maintenant, que se passe-t-il » demanda Emma, observant les ondulations se propager au rythme de leurs pas. Rebecca réfléchit un instant, regardant au loin vers la ville d'Oak Ridge qui s'étendait au-delà. Beaucoup là-bas ne pouvaient toujours accepter la culpabilité de Martin. Guérir de ces divisions ne se ferait ni rapidement ni aisément. « Maintenant, répondit finalement Rebecca, nous apprenons à vivre sans le poids du silence. » Elle prit la main de sa sœur, et ensemble, elles s'enfoncèrent plus profondément dans le lac, deux silhouettes se découpant contre le soleil couchant, désormais libérées du passé qui les avait tant définies.